Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Ça y est, c'est fait, Donald Trump est le 47e président des États-Unis. On observe qu'il a récolté à peu près 74 millions de voix contre 69 millions pour Kamala Harris, d'accord, une victoire à 295 contre 226. Ici même, une carte stylisée en bleu et en rouge qui vous montre les différents États qui ont été remportés par les candidats à la présidentielle des États-Unis. En bleu, les États qui ont été remportés par la candidate démocrate Kamala Harris et en rouge par le candidat Donald Trump, d'accord, et on voit bien qu'on a différentes nuances. Ici, en jaune, c'est censé être les États qui, entre guillemets, ont changé de camp par rapport à l'élection de 2020, ce qu'on appelle des flip races. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas pour cette élection. On repère par la suite les live predictions du marché, et on voit bien que Trump s'est très rapidement envolé durant les élections, d'accord. Le résultat finalement a été plutôt très rapide à pouvoir, on va dire, obtenir. Ici, vous avez justement comment les États ont, entre guillemets, suivi la tendance finalement des élections, d'accord, c'est très intéressant. Vous avez ce qu'on appelle les solid Democrats, les lean or likely Democrats, c'est-à-dire les démocrates modérés ou probables, ok, et on voit qu'ici on n'a pas beaucoup de différence au niveau justement des différentes années électorales. Par exemple ici pour les solid Democrats, juste là, on voit que depuis 2016, d'accord, les courbes montrent que plusieurs États sont restés fermement démocrates sans basculer vers une autre orientation politique en 2024, ok, les likely démocrates, c'est exactement la même chose. On voit ici au niveau des républicains qu'on est sur des résultats plutôt semblables et parallèles. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment les marchés financiers ont réagi vis-à-vis de l'élection de Donald Trump. Donc on lit que les actions ont atteint des sommets historiques, les rendements américains ont bondi et le dollar a connu sa meilleure journée depuis 2022. Les investisseurs planifiant le retour de Donald Trump à la présidence et la possibilité pour les républicains de remporter les deux chambres du Congrès, l'indice du S&P 500 a grimpé de 2,5% sur les paris selon lequel le nouveau président élu mettra en place des politiques favorables à la croissance qui stimuleront les entreprises américaines. Effectivement, lui, de son côté, Trump a pour on va dire ambition de créer un certain protectionnisme finalement autour des États-Unis, de réduire les impôts de toutes les sociétés américaines avec conditions évidemment, notamment le fait de produire, on va dire, aux États-Unis, d'employer en Chine, etc. Et donc il veut réduire la réglementation qui a été mise en place maintenant depuis un bon moment pour avoir une économie forte, une économie solide à long terme. Maintenant la question qu'on va se demander, c'est est-ce que tout ça, ça va vraiment pouvoir être mis en place? Est-ce que ça va pas plutôt, on va dire, apporter un mauvais coup à l'économie? Parce qu'en effet aujourd'hui les États-Unis se retrouvent dans une éventualité où la dette est plus qu'insoutenable, d'accord, et pour soutenir de la dette, il faut pouvoir avoir des recettes fiscales, et donc si vous diminuez notamment les impôts, vous faites trop de dépenses, ça peut poser beaucoup de soucis. Souvenez-vous, on avait justement déjà évoqué les différents programmes politiques qui devaient être mis en place. Donc là, ici, vous avez le programme de Kamala Harris qui devait être mis en place. Là, vous avez celui de Donald Trump juste à côté. Donc on peut voir qu'on a des coûts engendrés par les deux programmes qui sont démentiels en milliards de dollars sur 10 ans, d'accord. Donc là, justement, par exemple, on voit que pour ce qui va être la prolongation et la modification des impôts, d'accord, ici, Donald Trump, ça coûte 5350 milliards, d'accord. Les réduire les impôts individuels, 3600 milliards, réduire les impôts des entreprises, 200 milliards ici, d'accord. Donc on voit que le sous-total de la politique qui augmente le déficit ici, c'est quasiment 10 000 milliards de dollars en plus, d'accord. Au niveau du sous-total politique qui réduit le déficit ici, pareil, c'est 3700 milliards, donc ça c'est les recettes, d'accord, de la manière dont il va pouvoir aller chercher ces recettes. Quelles sont les nouvelles choses qu'il va mettre en place? Une taxe a priori douanière de 10% pour l'Europe et 60% pour la Chine, il veut la rehausser, donc a priori ça va, on va dire, venir
voilà, créer des revenus qui devraient en principe compléter les dépenses ou les coupes budgétaires, d'accord. En l'occurrence ici, on voit bien que Kamala Harris était bien moins cher et venait, entre guillemets, bien moins mettre un coup de bâton derrière la tête du déficit. Ici, on voit que Donald Trump est bien plus exigeant avec celui-ci. Donc, l'impact sur le déficit total de Kamala Harris aurait été de 3500 milliards, d'accord. Ici, Donald Trump, on est à peu près à 7500 milliards non définis, je préfère préciser, parce qu'on s'est rendu compte, notamment quand on avait par exemple analysé les programmes politiques des candidats français, que finalement entre ce qui était annoncé, entre ce qui était mis en place et ce que ça coûtait vraiment, on avait toujours une augmentation exponentielle du chiffre annoncé, d'accord. Donc on sait très bien que dans tous les cas ici ça aurait coûté plus cher et ici ça va coûter plus cher, d'accord. Et là la question qu'on se pose c'est d'accord, on sait que les États-Unis sont à 36 000 milliards de dettes, d'accord, ce qui est quand même énorme, il y a un plafond de la dette qu'on n'a pas le droit de dépasser, et là on continue d'augmenter la dette, d'accord. Donc est-ce que tout ça, ça va être possible de le mettre en place? Est-ce que tout ça, finalement, ça va pas mal impacter l'économie? Et est-ce que potentiellement ici, il n'y a pas plus de recettes à venir chercher que ce qui est défini? D'accord, pour le moment, les chiffres ne sont pas fixes et demandent, entre guillemets, d'être rafraîchis pour pouvoir en tirer des informations solides. D'accord, Donald Trump n'est pas encore à la présidence des États-Unis, on a le collège électoral qui prendra place en décembre, et donc, en principe, il devrait être installé dans le bureau ovale pour fin janvier. Donc on lit que deux choses sautent aux yeux. Tout d'abord, la composition des nouvelles dépenses et des recettes est très différente. Trump est par exemple beaucoup plus agressif sur les baisses d'impôts et les dépenses militaires, tandis que Harris se concentre sur la santé et l'enfance. Ensuite et surtout, l'expansionnisme républicain est beaucoup plus fort. La politique budgétaire d'un gouvernement Trump provoquait un déficit supplémentaire de 7500 milliards de dollars à l'horizon de 2035, soit plus du double de celui du gouvernement de Harris, la faute en particulier à des baisses d'impôts plus importantes et à moins de recettes générées. Le principal levier de Kamala Harris pour financer ses dépenses consiste à une hausse d'impôts sur les sociétés, passant de 21 à 28% sur les revenus du capital. Le principal levier de Trump, les recettes douanières, est moins puissant, et en effet on voit que c'est beaucoup moins puissant, d'accord. On voit que là en termes de recettes on n'est pas du tout sur le même niveau, mais surtout en termes de dépenses, d'accord, on a beaucoup plus de pertes d'un côté que de l'autre. Et donc se pose la soutenabilité de la dette publique. On lit que l'expansionnisme budgétaire a comme contrepartie la création d'une dette publique qu'on exprime souvent en pourcentage du PIB. Apparaît ainsi la question de la capacité des États-Unis à la rembourser. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette publique. Une règle couramment utilisée en économie est le différentiel entre le taux réel et le taux de croissance du PIB. Si le taux de croissance est supérieur au taux d'intérêt et s'il n'y a pas de nouveau déficit, alors ce ratio a tendance à baisser. La dette pourra donc être remboursée. A l'inverse, si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, il survient une dette en effet boule de neige. La dette suit une dynamique explosive et ne sera pas potentiellement remboursable. Pour l'instant, aux États-Unis comme en France, G, donc le croissance du PIB, est supérieur à R, donc c'est-à-dire le taux d'intérêt réel, la dette, tout simplement, donc tout va à peu près bien. Cela étant, l'instabilité des deux composantes de cette règle doit mener à beaucoup de prudence dans son utilisation. Pour vous expliquer une base économique très simple à comprendre, il faut comprendre qu'un État est à différencier d'une personne morale. Un État, et maintenant, pour tous les États, maintenant sont présents depuis plusieurs siècles, d'accord. Contrairement à vous ou moi, je pense que vivre plusieurs siècles, ça risque d'être un peu compliqué, ok. Donc, la base d'un État n'a pas du tout la même base qu'une entreprise, qu'une société ou autre. Un État, s'il veut, il peut s'endetter de manière infinie. Il a ce qu'on appelle une intemporalité financière. Donc, ça signifie que si l'État veut s'endetter pour 100 ans, 200 ans, ou s'il est endetté depuis 100 ans, ça ne pose pas de problème, d'accord ? La seule contrainte, c'est que son taux de croissance soit supérieur à son taux d'endettement. D'accord ? Si on a une croissance de 3% et qu'on a à peu près un taux d'endettement compris à, par exemple, 1,5%, ça pose pas de souci. D'accord ? Parce que là, on pourra parfaitement rembourser avec la croissance l'endettement, justement, que nous avons contracté, on va dire, auparavant, mais c'est grâce à cet endettement qu'on arrive aussi à investir et créer de la croissance. Très important à comprendre. Cela dit, si vous êtes un État qui, depuis trop longtemps, dépense plus que ce qui gagne, d'accord, donc là vous avez les dépenses et là vous avez les recettes, ça peut poser beaucoup de soucis. Pour la simple et bonne raison que cela se traduit par un endettement continu. Et un endettement continu demande une croissance continue, d'accord. Et le fait d'avoir une croissance infiniment continue en économie est quasiment impossible, d'accord. Donc comment on s'y prend quand on fait de la finance, quand on fait de l'économie et qu'on connaît le domaine? C'est très simple. À partir du moment où vous avez un
une surchauffe de l'endettement, un plafond de la dette qui est trop élevé. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez mener ce qu'on appelle des politiques budgétaires, on va dire, d'austérité, d'accord, pour ralentir la surchauffe finalement de la dette, de l'endettement, d'accord, pour repartir sur une nouvelle base d'endettement beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, viable et fiable. D'accord. Là aujourd'hui, on est dans une perspective où on est à 36 000 milliards de dollars de dette, d'accord, avec une très bonne croissance, mais on commence à comprendre qu'on a une surchauffe finalement de la dette. Et là, ce que nous annonce Donald Trump, c'est que de son côté, il va réduire les impôts des sociétés, il va réduire les impôts des individus et des particuliers, sous évidemment plein de petites lignes qu'il faudra bien lire, d'accord. On est là pour parler du sujet de manière grossière, de vulgariser un petit peu ce qu'il va mettre en place, d'accord. Et sa seule réponse à ça, c'est d'augmenter les impôts, les frais de douane, excusez-moi, pour l'Europe et pour la Chine. Donc on va essayer de comprendre un petit peu si tout ça est viable et si justement ça peut ne pas poser quelques soucis. Et est-ce que Donald Trump, lui, va vraiment pouvoir finalement se permettre quelque part, via son programme économique, de mettre en place tout ce qu'il a prévu de mettre en place. Voici l'état de la dette américaine, 36 000 milliards de dollars, donc c'est une dette qui est évidemment historiquement élevée. On voit que depuis les années 1984, on a une dette qui a explosé, d'accord, en 100 ans. Les États-Unis sont passés de 394 milliards de dollars à 35 000 milliards de dollars de dette, quasiment 36 000 milliards. C'est une explosion qui a été sans précédent, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est accéléré. Le Covid a fait bondir les dépenses de plus de 50% entre 2019 et 2021, mais plus grave, ici on le voit, c'est parfaitement, on va dire, illustré juste là, c'est que la dette dépasse désormais de 123% le PIB américain. Pour comprendre ce que ça veut dire, c'est que les États-Unis doivent plus d'argent que ce qu'ils produisent en un an, d'accord? Et en fait, le problème, c'est que le coût astronomique de la dette et des intérêts, d'accord, est déjà très élevé, mais surtout, c'est 17% des dépenses fédérales. Avec la hausse des taux, la facture elle va légitimement exploser. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça pose des soucis et que la charge d'intérêt de la dette, elle augmente. Tout simplement parce que déjà, ces 17% empruntés, d'accord, ne servent pas à investir dans le public, dans la scolarité, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans finalement tout ce que l'État a besoin pour bien entretenir son pays. Non, ces 17% ici servent à uniquement rembourser la dette au préalablement contractée. Maintenant, le souci, c'est que quand vous êtes dans des périodes où les taux sont très bas, vous pouvez emprunter sans trop de problématiques parce que finalement vous savez que la charge d'intérêt de la dette elle va être mineure par rapport à ce que vous avez emprunté. Par contre, comme vous le savez, ici vous avez les taux américains et on a connu maintenant depuis 2022 une très grosse hausse des taux d'intérêt vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis de tous ces sujets-là. D'accord, pour contrer l'inflation, la Fed a fait un gros travail là-dessus. Et donc, quand vous empruntez dans toute cette période-là, vous avez une charge d'intérêt de la dette qui augmente, d'accord, et qui prend une beaucoup plus grosse partie. Donc là, on peut passer de 17% à potentiellement beaucoup plus que 17%. Donc encore une fois, ces 17% qui à la base ne sont pas investis et ne peuvent pas être investis finalement dans le public sont forcément des possibilités de financement manquantes, d'accord, et donc une charge d'intérêt de la dette qui augmente, et donc un besoin pour le gouvernement de prêter attention à ses dépenses, mais surtout à ses recettes et de la manière dont il va gérer finalement son budget. On le comprend très bien ici, la dette publique a bondi de plus 121% depuis 2014, la dette intergouvernementale, elle, n'a augmenté que de 40%. C'est bien le Covid, évidemment, qui a tout fait déraper, il fallait bien faire fonctionner la planche à billets pour, entre guillemets, solvabiliser et permettre de garder une certaine stabilité économique par rapport au confinement. Il fallait bien payer les gens à rester chez eux et apporter beaucoup d'aide sociale. On dénombre évidemment quelques conséquences, quelques raisons à cette dette américaine, la guerre en Afghanistan, la crise de 2008, la pandémie du Covid, les baisses d'impôts, les programmes de relance, et forcément la facture elle explose. Donc dans les coulisses, le plafond de la dette, il inquiète. Le pays n'a jamais évidemment fait de défaut de son histoire, il n'en fera évidemment jamais, mais c'est vrai que observer le fait que Donald Trump veut réduire les recettes pour, entre guillemets, récolter quelques bénéfices sur des frais de douane ou quoi que ce soit, ça paraît peut-être un petit peu léger, et il y a deux solutions. Il y a des solutions qui sont simples à partir du moment où théoriquement vous êtes dans un tel niveau de dette, c'est réduire les dépenses et augmenter les impôts. C'est ce qui est politiquement
attendu, mais comme on le sait, aujourd'hui augmenter les impôts, ça semble être une mission impossible, c'est absolument pas ce que Donald Trump prévoit de mettre en place, et donc la Fed, elle ne peut quand même pas imprimer infiniment sans risquer une inflation galopante. Donc on risque d'être dans une position où la Fed, comprenant le risque qui gravite autour du budget américain, risque de rester en pause de taux, d'accord, pour contraindre l'économie à ralentir et ne pas avoir de rebond inflationniste par la suite. Chose très importante à observer, ici vous avez, pareil sur le même site, c'est sur le Trésor américain, combien les États-Unis ont dépensé cette année, on arrive en fin d'année donc c'est super, et combien les États-Unis ont récolté en termes de revenus cette année. C'est assez simple, on voit qu'ils ont dépensé 6,7, d'accord, ils ont récolté 4,9, donc si on fait 4,9 moins 6,7, on voit que on a un accroissement de la dette ici de moins 1,8, donc on augmente les dettes, et donc forcément on augmente aussi les intérêts de la dette, parce qu'actuellement on dépense de l'argent qu'on n'a pas, et pour dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on fait quoi? On emprunte, c'est très très simple, on voit qu'au niveau des revenus, 400 $, 600 $, donc 400 $ la première année, on dépense 500, donc on a un déficit de 100 $, la deuxième année, on a 600 de revenus, on dépose 800, on a 200 de déficit cumulé, on est à 300 de dette cumulé. Donc vous voyez bien le très gros souci que ça vient poser, d'accord, et le très gros problème, l'autre problème que ça peut amener aux États-Unis, c'est d'avoir ce qu'on appelle un shutdown une fois l'investiture de Donald Trump établie. Qu'est-ce que c'est un shutdown? Ça survient quand le gouvernement fédéral finalement il parvient pas à adopter le budget nécessaire pour financer ses services. Ça se produit souvent en raison de désaccords notamment entre le Congrès et la présidence, et généralement c'est autour des priorités de dépenses. Donc pendant un shutdown, comme on a failli en avoir un en juillet 2023, les agences non essentielles, elles ferment temporairement et de nombreux employés fédéraux sont mis en congé sans solde. Vous avez des services essentiels comme la sécurité nationale et certains services de santé qui continuent à fonctionner, mais de façon totalement limitée. Donc on lit que la situation budgétaire actuelle aux États-Unis, caractérisée par des niveaux élevés de dépenses, une dette nationale en croissance et des coûts d'intérêt importants, reflète un problème structurel qui pourrait nécessiter des interventions rapide. Le déséquilibre entre les revenus et les dépenses combiné à une dette qui atteint désormais 33 trillions de dollars expose le gouvernement à des risques financiers croissants, en particulier si les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Donc pour le coup, on sait que les taux d'intérêt n'augmenteront pas, la Fed a commencé sa baisse de taux, d'accord, elle est sur une deuxième baisse de taux qui a été annoncée là, il n'y a pas longtemps. Potentiellement va-t-elle procéder à une stabilisation des taux, d'accord, ou va-t-elle continuer par tâtonnement à réduire les taux petit à petit pour, dans tous les cas, contraindre l'économie sur des années, entre guillemets, à devoir redresser la barre. En effet, l'augmentation des taux d'intérêt sur la dette atteignant aujourd'hui près de 970 milliards de dollars en 2023 représente une part de plus en plus conséquente du budget fédéral, limitant les fonds disponibles pour d'autres programmes essentiels. Comme je l'ai expliqué, plus vos intérêts de la dette prennent de la place dans ce que vous devez payer, moins vous avez d'argent pour des programmes essentiels, par exemple pour le social, pour l'environnement, pour l'économie aussi, pour certaines dynamiques économiques. Si tout votre argent est utilisé pour la dette, ça peut poser beaucoup de problèmes. Cette dynamique peut devenir insoutenable à long terme car une part importante des revenus sert uniquement à payer les intérêts de la dette, ce qui aggrave encore le déficit. Si aucune mesure n'est prise, les États-Unis pourraient faire face à un déficit et un défi majeur en termes de viabilité budgétaire, de gestion de la dette et un maintien de la confiance des marchés financiers. Cela pourrait impliquer des choix difficiles tels que la réduction des dépenses, l'augmentation des impôts ou la révision de certaines politiques fiscales pour contenir la dette et soutenir une croissance économique stable et durable. Pour continuer, sur la base d'une croissance stable, d'après les chiffres de 2023 avec un taux d'endettement linéaire comme celui qui a été énoncé et un taux de recette similaire, combien de temps finalement peuvent durer les États-Unis? D'accord, souvenez-vous, entre la croissance du PIB, la croissance de la dette et justement la croissance des intérêts de la dette, combien de temps les États-Unis peuvent durer comme ça? Ok, ils peuvent pas avoir une dette sans plafond, c'est pas possible, ça va justement contraindre certains secteurs. Donc sur la base des données actuelles, les États-Unis se trouvent dans une situation délicate avec une dette à plus de 33 trillions de dollars avec des intérêts avoisinant les 970 milliards par an. L'État américain consacre une part importante de son budget uniquement au service de la dette. Les perspectives de tenue dépendent de plusieurs variables clés, dont la croissance du PIB, le niveau des taux d'intérêt et la capacité d'augmenter les recettes sans étouffer la croissance économique. D'accord ? Donc les hypothèses clés sont assez simples. Pour la croissance économique, donc si on a une économie qui continue de croître autour de 2 à 3% par an, ça pourrait générer de recettes supplémentaires et donc alléger partiellement le poids relatif de la dette, d'accord ? Cela dit,
avec des dépenses qui augmentent régulièrement et un service de dette croissant, ça reste insuffisant pour combler le déficit sans changements fiscaux majeurs. Parce qu'une grosse partie de votre croissance économique, à un moment donné, va être totalement bouffée par le taux d'endettement et les intérêts. D'accord, comme on l'a vu tout à l'heure, là c'est 17%, ça peut continuer d'augmenter. L'augmentation récente des taux d'intérêt rend le service de la dette plus coûteux. Tant que les taux restent élevés, l'intérêt sur la dette prendra une part croissante des dépenses fédérales, accentuant la pression budgétaire. Si ce coût d'intérêt augmente de manière disproportionnée par rapport à la croissance économique, il est probable que les États-Unis devront emprunter encore plus pour honorer ces paiements, et donc ceci va venir tout simplement manger la croissance économique. Car c'est grâce à cette croissance-là, grâce au PIB qu'on va pouvoir générer de manière soit supplémentaire, soit tout simplement équilibrée, qu'on va devoir payer finalement les dettes et les créances. Pour ce qui concerne le déficit structurel, actuellement le gouvernement dépense plus que ce qu'il génère, comme on l'a vu juste avant, ce qui alimente la dette. Cette tendance pourrait mener à un point critique où l'ajustement se fera par des mesures drastiques telles que des coupes budgétaires importantes, des hausses d'impôts ou une restructuration partielle de la dette. Donc vous voyez bien qu'on a un souci quelque part, d'accord, on a des bonnes idées. Je trouve que émettre un protectionnisme, c'est très intéressant d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'accord. Ça montre vraiment une volonté de vouloir se défendre, une volonté de vouloir faire, on va dire, du business et de l'économie, d'accord. Mais est-ce que le bon moment a été choisi? Potentiellement pas. Au niveau des perspectives et de la durabilité, si les tendances actuelles se maintiennent sans ajustement significatif, les États-Unis pourraient continuer à fonctionner en accumulant de la dette, mais au risque de réduire leur flexibilité budgétaire et de se rendre vulnérables aux chocs économiques ou financiers. Certaines estimations suggèrent qu'avec une trajectoire de croissance modeste et des taux d'intérêt stables, les États-Unis pourraient encore maintenir cette dynamique pendant quelques décennies. Toutefois, cela dépendra fortement de la capacité du gouvernement à gérer les coûts de la dette sans compromettre d'autres priorités essentielles comme les programmes sociaux et les investissements en infrastructure. En conclusion, bien que les États-Unis puissent tenir un certain temps en l'absence de réformes, la situation pourrait devenir insoutenable à long terme si la croissance économique ne suit pas ou si les taux d'intérêt augmentent encore, nécessitant probablement des réformes fiscales ou budgétaires majeures. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement l'année 2023-2024 a été tirée par des très grosses innovations, par une explosion historique du S&P 500, notamment justement vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis du Max 7 qui a tiré le S&P 500 sur ses plus hauts niveaux. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Max 7 représente à peu près 37% de l'indice. C'est vous dire à quel point ils sont très conséquents dans la variation de l'indice et donc la variation en règle générale de l'économie américaine. On a une surconcentration de quelques entreprises qui créent une grande partie finalement de ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. Et donc forcément, ils ont contribué aux gains boursiers actuels qui représentent environ 2 tiers des hausses du S&P 500 de cette année, principalement grâce à l'essor des technologies de l'intelligence artificielle qui a stimulé l'optimisme des investisseurs et accru les valorisations du secteur technologique. Et donc forcément cette performance exceptionnelle de 2024, elle a justement des implications budgétaires pour le gouvernement américain. C'est-à-dire qu'il y a un très gros lien avec les recettes fiscales et donc potentiellement le risque de stabilité financière du pays. D'accord ? Donc au niveau des impacts sur les recettes fiscales, c'est assez précis. C'est-à-dire que les recettes fiscales, elles sont liées au marché financier. Une performance élevée du S&P 500, ça signifie généralement des gains très importants en capital qui entraîne une augmentation des recettes fiscales qui proviennent des impôts sur les gains en capital et les revenus de dividendes. D'accord ? Ça pourrait momentanément améliorer les recettes fiscales de l'État pour 2024, ce qui va aider potentiellement à réduire temporairement le déficit budgétaire. Cependant, ça dépend fortement de la durabilité de cette performance exceptionnelle. On va voir juste après. On peut avoir aussi un très gros effet de dépendance vis-à-vis de quelques entreprises. Comme on en a discuté juste avant, la croissance du S&P 500 entre 2023 et 2024, elle a été largement portée par les grandes entreprises technologiques du moment, donc le Max 7, et donc cette concentration, elle présente beaucoup de risques. Si la valorisation de ces entreprises, elle est surévaluée, ou si elle subit une correction légitime entre le cours de l'action et le bénéfice réel, ça pourrait rapidement renverser la tendance du marché et donc réduire les recettes fiscales exacerbées, entre guillemets, par finalement cette correction qui viendrait à leur tour exacerber le déficit. En termes du risque pour la stabilité budgétaire, on en a pas mal parce qu'on a une certaine vulnérabilité à une correction de marché. Si les marchés financiers y connaissent un ralentissement ou une correction après cette année exceptionnelle, d'accord, ça pourrait poser beaucoup de problèmes finalement au marché, notamment pour sa stabilité budgétaire. D'accord, donc on dénonce ici une vulnérabilité à une correction du marché.
d'accord? Ça peut poser beaucoup de soucis. Ça pourrait affecter directement les recettes fiscales et donc aggraver le déficit avec une dette publique qui est déjà très élevée et des coûts d'intérêt croissants. Une chute des recettes fiscales due aux gains en capital pourrait tout simplement entraîner une pression sur le budget fédéral. Encore une fois, et si on voit justement la performance du S&P 500 depuis 1999, nous n'avons jamais quasiment été chercher ce niveau de performance, d'accord? À ce moment-là, vous voyez, on est sur les plus hauts niveaux de performance. Donc finalement, on a une très grosse dépendance au cycle économique, d'accord? Donc la dépendance vis-à-vis des performances exceptionnelles des marchés crée une vulnérabilité cyclique. En cas de ralentissement économique, les dépenses de l'État devront peut-être être augmentées pour soutenir l'économie, tandis que les recettes risquent de baisser. D'accord, on l'a vu tout à l'heure, on dépense plus que ce qu'on gagne. Donc déjà, il y a un gros souci. Et de l'autre côté, on nous dit qu'on va baisser les impôts pour aller grappiller quelques frais de douane. Pourquoi pas? Il faudra analyser les calculs que Donald Trump donnera en début d'année, mais dans la forme structurelle, avant que Donald Trump rentre en lice aux États-Unis, ça peut déjà poser quelques soucis économiques. Cela accentuerait la dynamique déficitaire déjà structurelle des États-Unis et pourrait amener le gouvernement à recourir à davantage à l'emprunt, augmentant encore la dette et les coûts de son service. L'année exceptionnelle que connaît le S&P 500 en 2024 peut aider les finances publiques à court terme grâce à des recettes fiscales accrues, mais elle expose aussi le budget des Américains à des risques structurels si la performance boursière n'est pas durable, si une correction des marchés se produit. En effet, ici vous avez le S&P 500 qui n'a jamais été établir une telle performance maintenant depuis un bon moment. Une autre chose très importante à comprendre, c'est que les dernières informations qu'on a pu avoir de la part de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, c'est qu'il a nommé Elon Musk ou un autre personnage pour justement gérer ce qu'on appelle le bureau de l'efficacité, qui justement a déjà proposé et quasiment calculé de réduire les dépenses de 2000 milliards de dollars, et il a promis aussi de faire une liste des dépenses les plus inutiles et débiles, comme il l'a annoncé en anglais, la traduction française est toujours atténuée, de ce qui pouvait se passer durant le régime démocrate, d'accord? Il a promis de faire une liste de toutes les dépenses les plus débiles, je cite évidemment ce qu'il a dit, pour vraiment mettre en avant la mauvaise gestion qu'il peut y avoir en place. Donc a priori il y a quand même 2000 milliards qui devraient être solvabilisés. Maintenant les comptes me semblent quand même au-delà de 2000 milliards pour être 100% francs. Les États-Unis peuvent-ils se permettre d'être endettés? Faut oublier que les États-Unis malgré tout ont une sorte de bénéfice et un privilège exorbitant. D'accord, c'est quand même assez notable, d'accord. Et d'ailleurs, c'est une formule qui a été employée par Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, en raison justement du statut international de l'or comme monnaie de réserve. C'est justement ceux qui contrôlent aujourd'hui, c'est les premiers producteurs de pétrole, faut pas l'oublier, mais surtout le dollar confère aux États-Unis une flexibilité unique pour financer leur déficit et accumuler justement de la dette sans forcément subir de contraintes externes, d'accord. Pour un investisseur, détenir des obligations américaines, c'est quasiment être garanti de recevoir des dollars dans le futur, donc du cash, qui seront à coup sûr échangeables contre à peu près n'importe quoi. D'accord, donc on note quand même que les États-Unis ont un privilège absolument exorbitant sur beaucoup de points. Voilà, on ne va pas faire une vidéo trop longue, je vous laisserai lire tous ces petits détails, hein. Vous pouvez mettre pause si vous voulez, c'est très intéressant. Cela dit, effectivement, pour les financiers, pour les économistes, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, on peut comprendre qu'une sorte de grosse période prolongée d'incertitude entre guillemets est en train de se mettre en place vis-à-vis justement de la clarté de la lecture du programme politique de Donald Trump et surtout économique et la situation structurelle actuellement des États-Unis, notamment au niveau du budget. Donc on lit que alors que de nombreux investisseurs se préparent à une période prolongée d'incertitude, le simple fait d'avoir une certaine clarté sur l'issue de la crise constitue un soulagement. Il affirme que le marché semble actuellement davantage concentré sur les aspects positifs du programme de Trump et moins sur le potentiel des tarifs douaniers et les conséquences plus larges de la politique économique. Vous voyez, la politique économique. Les marchés intègrent aujourd'hui la plupart des éléments positifs, même si le contexte est complexe et que les taux, les inquiétudes concernant le déficit, la possibilité d'une réduction moins importante des taux de la Fed et des droits de douane pourraient éventuellement contrebalancer le choc haussier actuel des prix, d'accord. Néanmoins, le poids des preuves dans notre travail indique que le marché haussier a encore une certaine longévité et nous nous tenons à la tendance haussière sur le marché primaire. En effet, tant que Trump ne sera pas encore président en janvier, tant qu'il n'aura pas mis en place justement son programme économique, on ne va rien attendre encore une fois de l'économie pour le moment, pour la bonne et simple raison que mettre en place petit à petit certaines réformes ne pourront avoir que conséquences dans l'économie directe entre 5 et 6 mois après. D'accord, quand vous êtes dans une petite société, vous dites voilà, et hop, ça on change directement le lendemain, vous avez quasiment les conséquences à l'échelle d'un pays, à l'échelle des États-Unis. Prendre des décisions économiques, on n'en tire les résultats que des mois et des mois après.
d'accord? Donc il y a quand même une certaine période d'incertitude. On a vu la manière dont les crypto-monnaies ont réagi, on a vu dont les actions américaines ont réagi aussi, d'accord? Le marché est content d'un Donald Trump, est content d'un républicain, est content du protectionniste, est content de cette baisse d'impôts. Donc on a une sorte d'emballement des marchés financiers avant même que quoi que ce soit mis en place, d'accord? Avant que même quoi que ce soit bien analysé et potentiellement vraiment mis en place aussi. Si Trump nous réserve une surprise dans les prochains mois, du moins par rapport aux attentes exagérées, ce sera plutôt une question de rigueur budgétaire que d'irresponsabilité budgétaire. Lorsque le marché s'en rendra compte, les rendements à long terme des bons du Trésor pourraient se stabiliser ou rudement baisser. La Fed doit encore réduire ses taux de 25 points de base sur sa réunion de jeudi et probablement encore une fois en décembre. En effet, elle a bien réduit ses taux d'intérêt à la dernière réunion et on attend justement une prochaine baisse de taux là en décembre, d'accord, le 18 décembre si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement les marchés détestent l'incertitude et maintenant que les élections sont officiellement terminées, les actions sont en plein essor, donc effectivement les actions ont bondi. Et ce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, pour pouvoir prendre des décisions, d'accord, quand vous êtes un politicien, quand vous êtes président, vous devez entre guillemets finalement avoir le plus de voix possible. Ok, en France on a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, d'accord. Aux États-Unis c'est un peu différent. Vous avez ce qu'on appelle le Sénat, d'accord, le Congrès, et vous avez aussi la Chambre des représentants, d'accord. Donc vous avez le Trump qui a été président, d'accord, la majorité au Sénat qui a été remportée, la majorité à la Chambre provisoire qui est pour le moment provisoire, d'accord, et la majorité à la Cour suprême. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, Donald Trump est vainqueur partout. Il a ce qu'on appelle, entre guillemets, les pleins pouvoirs exécutifs. Ça veut dire qu'à partir du moment où il veut faire quelque chose, il pourra totalement le faire. D'accord? Donc ici, on voit que le Sénat passe sous le contrôle républicain. On voit que la Chambre des représentants passe sous le contrôle républicain. D'accord? Donc Donald Trump, finalement, a une flexibilité politique économique absolument complète. Et donc, s'il souhaite mettre en place ses réductions d'impôts et mettre en place son programme économique, il pourra totalement le faire. Mais d'après les problèmes qu'on a relevés, d'après les problèmes qu'on a soulignés, on voit bien qu'il y a quand même quelques petits points qui nous dérangent vis-à-vis de la dette et que tout ça n'est potentiellement pas périn. Et il va y avoir potentiellement quelques petits freins à mettre en place vis-à-vis justement de son programme. Maintenant, quelque chose de très très important aussi à comprendre, c'est la géopolitique. D'accord, Donald Trump a été élu, c'est bien, mais à Kiev, l'incertitude plane justement sur l'issue de la guerre après l'élection de Donald Trump. Il faut comprendre que Volodymyr Zelensky a été le premier président à féliciter Donald Trump pour sa victoire au présidentiel pour la bonne et simple raison qu'il est au beau fait que Donald Trump, de son côté, a bien précisé que s'il était élu président, il viendrait arrêter et stopper la guerre en moins de 24 heures. Donc entre ironie et scepticisme, les élites russes préféraient en plaisanter. Donald Trump ou Kamala Harris à Moscou, on ne sait pour qui les Américains veulent vraiment voter. Vladimir Poutine, donc ça c'est une plaisanterie et une vanne qui a été lancée directement aux États-Unis. Dans l'entourage du chef du Kremlin, la victoire du candidat républicain mercredi 6 novembre ne suscite toutefois pas le même enthousiasme qu'en 2016 lors des premières élections du milliardaire. Peu importe qui sera élu, finalement Washington est contre nous, rien n'a changé, rien ne changera. D'accord, donc c'est quand même un mot très très fort. D'ailleurs au moment où je vous parle aujourd'hui, Joe Biden a annoncé autoriser pour la première fois, l'Ukraine a utilisé justement les missiles directement sur le sol russe, d'accord, donc d'utiliser les missiles américains longue portée pour justement attaquer la Russie. D'accord, donc c'est quand même une sorte de déclaration de guerre indirecte, d'accord, c'est quand même très très grave, c'est la première fois que on a ce type de propos qui sont mis sur la table en public. Les dirigeants politiques comme les hommes d'affaires russes le rappellent d'une même voix, les espoirs qu'ils avaient nourris avec l'arrivée de Trump à la Maison Blanche en 2017 ont été vite douchés et ces liens supposément privilégiés avec Vladimir Poutine ne s'étaient pas concrétisés en de meilleures relations bilatérales. Les premières sanctions américaines contre Moscou, prises après l'annexion de la Crimée en 2014, n'ont toujours pas été levées. Au contraire, elles sont même multipliées sous la présidence de Donald Trump. Donc autant vous dire que le Kremlin va attendre des actes concrets de la part des Américains. Et donc à mon avis, si ça n'intervient pas, ils ne changeront pas, entre guillemets, de ligne directrice par rapport à ce qu'ils exécutent en ce moment et le conflit qu'ils peuvent mener avec l'Ukraine. Et donc on peut voir ici que l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis pourrait changer le cours de la guerre en Ukraine, mais sa politique exacte n'est pas encore claire pour l'instant. Il a déjà déclaré qu'en tant que président, il réglerait la guerre en 24 heures, ce qui suscite des craintes qu'il réduise ou supprime l'aide. Voilà pourquoi justement Volodymyr Zelensky a été le premier à féliciter Donald Trump. Et donc
la grosse crainte justement de l'Ukraine vis-à-vis de ce sujet Trump, c'est de l'imprévisibilité finalement qu'il est capable de mettre sur la place, d'accord? C'est-à-dire qu'il est entre guillemets dans une posture où Trump ne va pas paraître faible, il veut paraître direct, d'accord? Il a une crainte de l'escalade, mais la première chose que lui de son côté il viendra mettre en place, ce seront des choses radicales pour stopper ce conflit, notamment le gel des aides envoyées justement à l'Ukraine pour stopper finalement tout le brouhaha qu'on peut avoir en Europe, tout du moins dans l'Est européen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a été compris d'un point de vue économique surtout, parce qu'encore une fois, on a une certaine imprévisibilité d'un point de vue de la relation entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. On risque d'avoir des très très gros tournants courant 2025, d'accord? D'un point de vue justement de Trump, on comprend bien ici que il a la majorité partout, donc pour vulgariser le propos, il fait ce qu'il veut, d'accord? Tout du moins il fait ce qu'il veut, il y a des règles à respecter, évidemment, mais on comprend bien que sa cohérence économique et la cohérence structurelle américaine pose quand même quelques soucis, on va dire, vis-à-vis des ressources nécessaires pour pouvoir mettre les choses en place, et est-ce qu'on a vraiment cette capacité de ressources, entre guillemets, pour pouvoir mettre en place un tel programme économique protectionniste, croissant, America First évidemment, d'accord, c'est très intéressant, mais dans des périodes plutôt d'expansion. Là actuellement on serait plutôt dans une période où faut faire attention quand même aux dépenses vis-à-vis des recettes, d'accord, on le voit bien juste ici. Voilà, ce sera à suivre de très très près, j'espère que cette vulgarisation de l'économie et cet essai vous a plu, d'accord. C'est pas évident d'aborder la finance, tout du moins la finance politique, d'accord, de la finance d'entreprise c'est beaucoup plus certain, on sait où on va, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui aborder de la finance d'État, de la finance on va dire publique, d'accord, les dépenses, l'imprévisibilité de Donald Trump est aussi très compliqué on va dire à analyser. Aujourd'hui, est-ce que tout ce qu'il a annoncé va le mettre en place? Ça on pourra le voir que quand il sera élu, mais c'est sûr que d'un point de vue du travail comptable des États-Unis, on voit bien que la dette explose, on voit bien que des dépenses par rapport aux recettes sont énormes, et donc ça ici, c'est ce qui fait un petit peu peur, d'accord? C'est vraiment combien va coûter Trump aux États-Unis, est-ce que la croissance va pouvoir se maintenir, et est-ce que justement tout ceci ne va pas parfaitement concorder avec notre pricing de récession? Parce que si la dette est trop haute, d'accord, finalement les baisses d'impôts ne pourront potentiellement pas prendre place, d'accord, et donc on risque d'avoir un recul de l'économie assez intense, corrélé à la Fed, corrélé à plein de choses. Ça peut finalement parfaitement tomber dans les pricing qu'on a émis maintenant il y a quelques mois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée sur l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, et on se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.